choix de l'exercice, c'est quelque chose qui correspond à la personnalité de l'avocat. Et une fois que vous vous lancez, les zones de doute, vous les levez, je pense, assez rapidement. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du jeune avocat réalisé en partenariat par la Gazette du Palais et la FNUJA. L'exercice de la profession d'avocat peut prendre des formes diverses, collaboration libérale ou salariée, association ou exercice individuel. Des choix qui peuvent correspondre à une vision de la profession, un timing inattendu ou à une rencontre. Qu'est-ce qui les détermine ? C'est ce que nous allons voir avec Thibaut Cadeau, membre de la commission permanente de l'UJA de Paris et secrétaire général du bureau de la FNUJA, qui va nous raconter le jour où il a décidé de s'installer. Bonjour Thibaut. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter le moment précis où vous avez décidé de vous installer ? Alors, j'ai décidé de m'installer au mois de juin 2024 et ça a été déclenché très précisément par une fin de collaboration. À ce moment-là, je ne souhaitais plus continuer l'expérience de la collaboration et c'est un choix qui a pris le dessus et qui m'a permis de me décider à m'installer. Quelles étaient vos principales craintes avant de vous lancer ? Moi, à titre personnel, j'ai toujours été prudent et prévoyant dans la gestion de mes finances. Donc, l'idée de s'installer, ça m'était de l'aléa que la rétrocession qui vous est versée par votre collaborant a tendance à un petit peu enlever. Donc, ma première crainte, c'était de ne pas être en mesure de pouvoir avoir des revenus relativement fixes et tout ce qui va derrière, tout ce qui est impliqué par cette crainte-là, la nécessité de devoir développer suffisamment et de pouvoir soi-même se développer et développer sa clientèle. Donc ça, c'était ma première crainte. Heureusement, j'avais de la trésorerie, ce qui m'a permis en fait de laisser passer l'été, puisque c'est pas la période la plus adaptée pour, je pense, annoncer son installation. Donc ça m'a permis de bien pouvoir attendre la bonne période pour annoncer mon installation et préparer les travaux que nécessite cette installation, donc la création d'un site internet, et éventuellement faire d'autres communications en amont ou en aval de la création du site, notamment un post LinkedIn. Et tout ça, c'est des moments qui se choisissent et heureusement qu'on a la trésorerie suffisante pour pouvoir le faire au bon moment et pas se précipiter. Quelles ont été les premières démarches concrètes que vous avez dû effectuer pour vous installer ? En fait, l'installation, à titre individuel, je me suis rendu compte que quand on est avocat collaborateur, on est déjà, en quelque sorte, un avocat installé. Simplement, on a décidé qu'une certaine partie substantielle de sa rémunération est composée d'une rétrocession d'honoraires. Mais quand je me suis installé, la première démarche, et en réalité la seule, c'est de prévenir l'ordre que vous avez changé de domiciliation professionnelle, sauf que au lieu, cette fois-ci, de leur transmettre un nouveau contrat de collaboration, vous leur transmettez une nouvelle adresse professionnelle. Alors, il y a mille et une façons de le faire. La plus simple, à mon sens, quand on s'installe comme ça, c'est de trouver une domiciliation. Et un contrat de domiciliation, ça se fait très rapidement. Moi, le réflexe a été d'appeler des amis qui ont créé un cabinet, qui proposent des formules de domiciliation. Donc ça s'est fait très naturellement. Mais vous avez d'autres systèmes qui vous permettent rapidement de trouver une adresse professionnelle. Et en fait, une fois que vous avez prévenu votre ordre que vous avez changé d'adresse professionnelle, il n'y a pas de formalité supplémentaire à accomplir dans l'immédiat. Alors justement, vous disiez que vous aviez choisi la domiciliation, donc pourquoi ? Je l'ai choisi parce que, initialement, quand on s'installe, qu'on a certes de la trésorerie, mais qu'on n'a pas forcément pris le temps de développer sa clientèle personnelle. Donc, on n'est pas encore sûr de savoir si ça va fonctionner et quand ça va commencer à bien fonctionner. Je pense que la domiciliation, c'est vraiment la formule la plus simple et qui s'impose un petit peu avec évidence pour le jeune avocat qui s'installe parce que ça reste, en termes de charges, assez facile à gérer. Alors, vous nous avez dit que vous aviez de la trésorerie. Mis à part cette trésorerie, sur le plan financier, comment est-ce que vous avez préparé cette transition ? Est-ce que vous aviez un business plan ? J'ai quand même ressenti le besoin effectivement d'aller consulter un coach. On a travaillé sur cette partie de business plan et de manière générale sur la façon dont on définissait un taux horaire pour un avocat installé. Et ça m'a été très bénéfique parce que ça m'a permis quand même de pouvoir assez rapidement me sentir en confiance avec ma façon de facturer, de déterminer mes tarifs et de pouvoir ensuite même anticiper sur les années à venir la façon dont ça va évoluer. Ensuite, le premier objectif financier pour moi, c'était à minima de garder un chiffre d'affaires qui corresponde à ce que je percevais quand j'étais collaborateur. Je n'avais pas beaucoup de clientèle personnelle quand j'étais collaborateur. Pas parce qu'on m'empêchait de la développer, mais c'est un peu personnel, il y a une question de confiance en soi. On est plus en confiance quand on traite les dossiers du cabinet que ses propres dossiers, et plus on passe de temps en collaboration, plus on prend confiance, mais le jour où on se lance, on n'a plus le choix. L'idée a été quand même rapidement de pouvoir au moins atteindre ce niveau de rémunération avec 100% de
clients personnels. Et puis maintenant, on envisage plus, on se fixe des objectifs raisonnables, on essaye de les atteindre et chaque année, on les fait évoluer. Pourquoi avoir choisi de vous installer seul plutôt que de vous associer? Est-ce que, par exemple, l'association a été une option envisagée? Il y a 2 aspects dans cette question. Je pense que le choix de l'exercice, c'est quelque chose qui correspond, je pense, à la personnalité de l'avocat. Ça correspond aussi au contexte. C'est-à-dire que c'est quand même un métier où on a la chance de pouvoir l'exercer de manière différente au cours d'une carrière. Rien n'est vraiment figé. Moi, au moment où je me suis installé, la question ne s'est pas posée dans la mesure où, comme je n'avais pas de clientèle personnelle, je n'étais pas forcément en mesure, je pense, d'être attractif pour un cabinet. Et je me suis dit que le parcours à envisager était plutôt de s'installer, de développer sa clientèle personnelle et à l'avenir, pourquoi pas s'associer, apporter ce plus parce que effectivement j'exerce en droit de la fonction publique et quasiment exclusivement 99,9% en droit de la fonction publique, ce qui fait que c'est une compétence en droit public particulière qui pourrait venir s'adosser, nourrir et se nourrir d'une pratique en droit public plus générale. Donc ça, c'est vrai que pour la suite, l'association, c'est un projet, mais dans l'immédiat, non, ça l'a pas été. C'était plus simple de se structurer seul. Par quel biais est passée l'annonce de votre installation? L'idée, c'était principalement de l'annoncer sur LinkedIn, en essayant de toucher un maximum de contacts d'anciens confrères que j'avais pu côtoyer dans des cabinets précédents, et aussi, évidemment, beaucoup de confrères rencontrés au titre de mes engagements syndicaux. Donc ça, c'était vraiment le fer de lance de l'annonce de l'installation. C'est hyper important, parce qu'en fait, c'est ça qui permet, à mon sens, hein, d'avoir des dossiers au début quand on s'installe, en particulier dans ma matière. C'est un peu différent dans d'autres matières, je pense notamment au droit pénal, où il y a d'autres canaux pour pouvoir annoncer son installation, se faire connaître. Moi, ça a été très bénéfique via LinkedIn et j'ai eu la chance en plus de pouvoir appuyer cette communication-là via un ancien confrère que j'avais rencontré dans mon tout premier cabinet quand j'étais collaborateur, qui aujourd'hui travaille dans une société de communication judiciaire et qui m'a permis de pouvoir avoir un communiqué dans le magazine spécialisé Le Monde du Droit. Ça aussi, ça a permis de toucher d'autres publics et ça s'est fait dans la foulée de mon post LinkedIn. Et en amont, évidemment, on prépare son site internet pour pouvoir montrer à quelqu'un qui ne vous connaît pas que oui, vous existez, que vous avez un site internet. Comment avez-vous trouvé vos premiers clients? Mes tout premiers clients, je les ai eus notamment par le bouche à oreille entre confrères et majoritairement au moment de l'annonce de mon installation, ce sont des nouveaux clients qui sont arrivés par des confrères que j'ai pu croiser à un moment donné au cours de mes collaborations ou à l'UJA. Et la plupart viennent sur recommandation d'un confrère avec qui ils ont eu l'occasion de travailler dans d'autres matières. Et c'est principalement cette source-là qui m'a permis de développer ma clientèle personnelle. Et à la marge, il y a aussi le site internet, mais globalement, c'est plus des demandes d'informations. Et le fait qu'on vous connaisse et qu'on vous contacte via le site internet, je pense, ne suffit pas pour établir un lien de confiance avec un prospect. Vraiment, la très très vaste majorité de mes clients aujourd'hui me sont parvenus par recommandation de quelqu'un. Donc votre réseau professionnel et syndical joue Ouais, un rôle dans votre oui, développement. oui. Ça, c'est primordial parce que c'est, je pense, une chance aussi en droit de la fonction publique. On est peut-être moins nombreux à être identifiés comme pratiquant spécifiquement cette matière-là. L'URSSAF fait souvent figure d'épouvantail pour les avocats. Est-ce que les déclarations auprès de cet organisme vous ont semblé compliquées? Non, parce que pour le moment, je n'ai pas changé de régime en fait. Donc le fait d'être installé ou pas n'a pas changé ma façon de procéder à mes obligations déclaratives devant l'URSSAF ou ailleurs. Alors après, je fais tout seul. C'est peut-être une erreur, je ne l'espère pas, mais pour l'instant, j'ai jamais eu de difficultés, que ce soit avec l'URSSAF ou avec le fisc, enfin avec les impôts. J'aime bien faire les choses moi-même, donc non, ça m'a pas posé de problème. Et facturer, ça vous a semblé compliqué? C'est pas toujours évident, mais pour le coup, je trouve que c'est un aspect du métier qui est très intéressant. Alors, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas à l'école, c'est pas forcément un reproche, c'est quelque chose de très personnel en même temps, parce que facturer, c'est se faire une idée de son propre travail, de la valeur de son propre travail, et du coup, la démarche, se dire combien je vaux, combien je pense que je vaux, c'est quelque chose que je trouve, d'un point de vue personnel, très intéressant. Donc, j'ai parfois eu des difficultés, mais c'est normal de viser trop haut sur certaines prestations, ça fait partie du jeu, mais globalement, j'ai pas perçu ça comme une difficulté. J'ai plutôt pris ça comme un challenge, et j'en suis, pour le moment, très satisfait. Quels ont été les plus gros défis durant les premiers mois d'installation? Le vrai défi pour moi, ça a été de trouver un rythme. C'est un autre rythme que la collaboration, ça a des avantages. Il y a un sentiment de liberté très satisfaisant, mais il vient aussi avec une nécessité de se discipliner et de ne pas s'éparpiller et de vraiment structurer son temps de travail. Et la deuxième difficulté que j'ai vraiment essayé d'éviter, c'est l'isolement. Mais ça,
J'ai la chance de pouvoir avoir des engagements syndicaux qui me permettent de finalement ne jamais être seul. Et il se passe pas une semaine sans que j'ai pas eu plusieurs confrères au téléphone pour aborder plein de sujets. Et finalement, même si je travaille seul, donc de chez moi, parce qu'une domiciliation c'est 5 heures par semaine maximum, in fine, je me sens jamais seul. Mais les premiers mois, on se pose quand même pas mal de questions quand on adopte ce type d'exercice, de se dire, bon, je change de cadre, il faut en remettre un. Il va être différent, mais il faut quand même qu'il y en ait un. Là, vous êtes installé depuis 2 ans. Oui. Quel est votre prochain chantier? Le prochain chantier, c'est quand même de trouver des locaux. Donc, ça suppose de faire augmenter son chiffre d'affaires pour pouvoir et structurer l'offre pour pouvoir avoir, entre guillemets, la confiance en soi nécessaire pour pouvoir être sûr de financer ses propres locaux. Et le deuxième chantier, c'est tout au long de la carrière, je pense qu'il faut vraiment y être attentif, c'est de sécuriser informatiquement nos pratiques. Je pense qu'on n'est pas encore au niveau et j'essaye vraiment au maximum de trouver des solutions qui me permettent de pouvoir dormir sur mes deux oreilles en me disant que j'ai minimiser le risque de piratage de ma boîte mail, des pièces de mes clients. Je pense que jusqu'à présent, on avait un petit peu l'image des grosses institutions, des gros cabinets qui étaient les seuls à se faire pirater, alors qu'aujourd'hui, avec le développement des fraudes et du piratage sur n'importe quel particulier et les échelles, nous aussi, les entre guillemets petits avocats indépendants et installés individuels, on est aussi potentiellement des cibles. Au regard de nos obligations déontologiques, c'est extrêmement important de pouvoir garantir à nos clients que leurs données sont protégées. Et vous passez par quel type d'outils? Le premier réflexe, c'est quand même de faire appel à des boîtes mail sécurisées, de bien vérifier où sont hébergées les données, d'adopter certains réflexes au quotidien assez basiques, mais malheureusement, on voit encore trop de cas où ça se produit. Des confrères qui se connectent sur des réseaux publics, ouvrir son dossier dans le TGV sans protège écran, des choses comme ça. Ça passe à la fois par des pratiques au quotidien et ça passe aussi par le fait d'avoir recours à des outils sécurisés dont on a moins de doutes sur l'emplacement géographique des données, là où elles sont stockées. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai aussi envie davantage me spécialiser parce que je pense que je n'effleure que la surface du sujet. Avec le recul, est-ce qu'il y a des erreurs que vous auriez pu éviter? Je dirais que j'aurais peut-être dû prendre un comptable plus vite pour être plus serein. C'est-à-dire que pour l'instant, je pense pas avoir fait d'erreur en particulier. Par contre, pour gagner en sérénité, il y a peut-être certaines choses, certains réflexes que j'aurais dû avoir plus tôt, notamment le recours à un comptable. Bien réfléchir quand même aux questions de prévoyance. Quand on est jeune, au départ, on n'y pense pas trop. Et quand on approche des 35 ans, qu'on commence à être enrhumé un peu plus longtemps et qu'on est installé, on se dit: «Ah mais si je suis immobilisé 1 mois ou 2, qu'est-ce qui se passe?» Donc on commence à penser aux questions de prévoyance et il m'est rien arrivé de grave, mais si je m'étais penché sur cette question-là 2 ans avant, peut-être que voilà, j'aurais été plus serein. Donc c'est vraiment plus des questions de sérénité. Quel conseil donneriez-vous à un jeune avocat qui hésite aujourd'hui à s'installer à son compte? Le premier conseil que je lui donnerais, c'est de ne pas attendre d'être prêt, parce qu'il ne sera jamais prêt. Ça repose sur des ressorts, je pense, très personnels. Ça dépend de votre rapport au risque. Moi, personnellement, j'étais un peu terrifié, mais parce que ça fait partie de ma personnalité et tout le monde, heureusement, ne réfléchit pas comme ça. Certains sont attirés par ça. Mais je pense que pour le coup, le dénominateur commun, c'est de se dire, j'ai un plan pour m'installer, j'attends d'être prêt. En fait, vous n'êtes jamais complètement prêt. Et une fois que vous vous lancez, les zones de doute, d'anxiété, vous les levez, je pense, assez rapidement, parce que vous avez mis la tête sous l'eau et vous vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas noyé. Alors l'exercice individuel ne correspond donc pas forcément à l'isolement et à l'anxiété, mais peut également être l'occasion d'un épanouissement au sein de la profession. Merci Thibaut d'avoir partagé votre expérience et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du jeune avocat.